Voilà, sur le plateau TV FHP Direct, nous allons parler maintenant ce mercredi 24 mai 2023, nous allons parler de politique et notamment de politique nationale, de politique territoriale. Et nous avons avec Christine Schibler, bonjour, vous êtes la déléguée générale de la FHP. Bonjour à tout le monde. Nous recevons des élus, notamment Francis Brunel. Vous êtes adjoint au maire de Sceaux, une très jolie ville de la région parisienne. Et vous, dans une certaine mesure, vous représentez l'Association des maires de France avec nous. Bonjour. Jean-Carl Grelier, nous vous connaissons, vous êtes un habitué des questions de santé, même si vous n'êtes pas médecin. Vous êtes un avocat. Je confirme, oui, je ne suis pas médecin. Oui. Voilà, et vous êtes de la région du Mans, mais très jolie petite ville, la Ferté-Bernard. Hein. C'est un peu la Venise française. La Venise de l'Ouest. Oui. La Venise de l'Ouest. Modestement. Et alors, très jolie ville aussi, j'imagine, mais nous avons le plaisir de recevoir cette fois un médecin. Vous êtes cardiologue, vous êtes Yannick Neuder, vous avez été plutôt, vous êtes un élu de la région de Grenoble, hein, donc Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, et vous êtes pas loin de la côte Saint-André, hein, je crois. Vous êtes un élu, un ancien maire de Saint-Étienne de Saint-Jour, c'est ça? Et député. Et député, évidemment. Voilà, alors on voulait parler politique, mais on va se mettre en jambe. Ici, on regarde attentivement les questions de santé, les questions médico-sociales, les questions sociales. Et on voudrait peut-être avoir un premier diagnostic de la situation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Vous savez que nous arrêterons à midi, précise, ce débat. On le reprendra éventuellement pour évidemment marquer notre sympathie à toutes les équipes, évidemment à ces deux soignantes, ces deux collègues qui ont été agressés, dont l'une est décédée. Et il y aura une minute de silence ici. Et d'ailleurs, nous savons que la Première ministre également fera cette minute de silence dans un hôpital à quelques mètres d'ici, à l'hôpital Georges Pompidou. Peut-être Jean-Carl Grelier, alors, première sur la question politique, peut-être la post-Covid. Quelle situation, comment d'un parlementaire comme vous, intéressé par ces questions de santé, vit cette période? Comment il la juge? C'est une période qui reste extrêmement compliquée. On est dans un système qui, depuis des années, dysfonctionne et ne produit que des résultats qui ne sont pas bons. Et donc, l'hôpital dysfonctionne, l'hospitalisation privée a des difficultés, la médecine de ville est en difficulté aussi. Et donc, le temps n'est plus venu de dire aux Françaises et aux Français que tout va bien en matière de santé. Le temps est au contraire aujourd'hui celui de la réflexion, celui de la construction d'un vrai système de santé, avec une approche de ce système de santé qui soit globale. Pouvait-il en être autrement après la crise que l'on a connue? Il y avait des mais... leçons extrêmement intéressantes et pertinentes à tirer de la crise sanitaire. Le président Obama disait toujours il faut se nourrir d'une crise pour aller en tirer ce qu'elle nous a finalement apporté de positif. Et on a vu pendant cette crise, on a vu des intelligences de terrain. On a vu un regard qui n'était plus de celui du ministère vers les territoires, mais celui des territoires vers le ministère. On a vu un certain nombre d'initiatives prises ici ou là par les professionnels de santé. On a pu mesurer, et ô combien aujourd'hui où l'on va rendre hommage à un personnel soignant assassiné lâchement dans l'exercice de sa mission, on a pu mesurer l'engagement qui est celui des soignantes et des soignants partout sur le territoire. Et j'ai l'impression que de tout cela, on n'a pas tiré les bonnes leçons. J'ai l'impression que de tout cela, on n'a pas extrait le meilleur et on a repris assez rapidement. On est resté enfermé dans cette lecture du monde de la santé qui, depuis 30 ans, est une lecture exclusivement budgétaire et exclusivement technique. Jean-Carl Grelier, c'est le centre de notre débat, un rapport entre les politiques nationales et les politiques territoriales. Je sais, vous avez écrit un livre d'ailleurs, vous mettez en avant l'importance pour vous des actions locales. Mais est-ce que ça n'est pas dans le fond parce que les élus nationaux démissionnent et ne sont plus en capacité de faire, et vous dites bah ça va se faire sur le terrain? Alors, je ne sais pas s'il y a une démission des élus nationaux, en tout cas la répartition des tâches est très différente, mais j'ai été effectivement l'un des premiers maires à créer un centre municipal de santé, non pas par conviction, le libéral que j'étais n'allait pas directement dans cette voie-là, mais simplement par nécessité. Et surtout, j'ai attendu à l'époque où dans ma commune, comme dans la plupart des communes de France aujourd'hui, j'ai été confronté à ces problèmes de démographie médicale, j'ai attendu une réponse de l'État.
dont c'est la compétence première, et cette réponse n'est pas venue. Et donc aujourd'hui, nous nourrissons-nous de ce qui se fait dans les territoires. Avec mon équipe sur les questions de santé, on vient de sortir un atlas des départements qui recense département par département toutes les initiatives prises en matière de démographie médicale et d'attractivité médicale. Et finalement, on se rend compte qu'on a des solutions qui sont souvent taillées à la mesure de chacun des territoires, parce qu'il n'y a pas deux territoires identiques. La Grenoble, c'est pas Le Mans, l'Isère, c'est pas la Sarthe, et c'est pas non plus la région parisienne. Et donc, à chaque fois, adaptons, justifions, faisons redescendre le pouvoir en matière de santé au plus près des territoires. Je pose la même question à Yannick Dunder et ensuite à Monsieur Brunel. Moi, je vais partager le diagnostic, mais je ne vais pas partager le traitement. Le diagnostic, on a un système de santé qui est à bout de souffle, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans le secteur privé ou que ce soit en libéral. Et on ne pourra absolument pas faire le virage ambulatoire sans faire le virage du domicile. Et il faut des soignants libéraux en ville. Donc on est dans un cul-de-sac. Et le problème, si vous voulez, c'est que je pense, et la différence de mon collègue, c'est que tant mieux les initiatives locales, j'ai été élu local, j'en ai porté. Je pense qu'on peut faire des petites unités primaires de soins entre des consultations sans rendez-vous, de la radiologie, de la biologie. On règle 80% des problèmes et on évite l'hospitalisation abusive qui engorge les urgences. Donc il faut arrêter, il faut laisser les professionnels de santé s'organiser sur les territoires avec les élus locaux, et je crois que c'est quelque chose qu'il faut fonctionner. Mais le problème, si vous voulez, il est assez simple. C'est un problème qu'on ne veut pas évoquer, c'est un problème de démographie médicale. En fait, quand un médecin part en retraite, maintenant il faut 2 pour le remplacer, parce que l'approche de la relation au travail, la féminisation de la profession, mes jeunes internes qui veulent aussi avoir leur congé paternité, qui veulent tout ça, la société a évolué, et on dirait que tout le monde a évolué dans le monde, sauf les professionnels de santé. Il y a eu les 35 heures à l'hôpital, qui a été un premier coup, et en général, qui a été un premier coup sur cette organisation, et le deuxième coup de rabot, c'est le changement sociétal. Donc il faut supprimer ce numerus clausus, qui n'est absolument pas... Ça a été fait. Non, ça n'a pas été fait. On a changé de nom. Il s'appelle Apertus. Il faut arrêter, on ne veut plus contingenter tout ça. Il faut passer un examen. Vous le réussissez ou pas, on sélectionne... Là, vous avez actuellement une augmentation de à peu près 15%, 15%, avec des places vacantes en fonction des filières. Donc il faut arrêter, quand vous avez envie de faire médecine, que vous avez 18 ans, que vous avez passé votre bac, donc, vous ne voulez pas faire une mineure santé dans une section de droit ou de commerce. Vous voulez faire médecine, là on n'a même plus le droit de redoubler. Donc nos étudiants sont obligés de partir à l'étranger avec des formations en français. Et dans nos hôpitaux, on passe nos journées à régulariser des médecins étrangers. Enfin, on marche sur la tête. Donc il faut augmenter le nombre de médecins et favoriser. Alors il faut 10 ans pour les faire. Donc il faut commencer. Il faut commencer au plus vite. Et puis il faut faire des passerelles, parce qu'on a des professionnels paramédicaux qui sont jusqu'à 6 ans. Des sages-femmes, c'est 6 ans maintenant. Les kinés, c'est 5 ans. Et ben, il faut faire des passerelles pour pouvoir avoir rapidement. Vous soutenez les tentatives de réforme de Madame Rist et de Monsieur Valetou, j'ai l'impression. Alors la réforme de Madame Rist, je ne la soutiens pas, dans le sens que, attention, qu'on n'ait pas, si vous voulez, une médecine à 2 vitesses. Je suis pour les infirmières en pratique avancée, dans le cadre d'une pratique médicale coordonnée, et j'en ai dans mes propres services de cardiologie, et ça pose aucun problème. Là, attention, on veut, entre guillemets, par faute de médecins, mettre des infirmières en pratique avancée. Moi, je pense que dans le cadre de la délégation de tâches, tout ça peut être intéressant, mais formons des médecins. Pourquoi on n'accepte pas de libérer des places pour former des médecins et autoriser des terrains de stage qui puissent aller dans les cliniques privées, qui puissent aller dans les cabinets libéraux? On a des terrains de stage pour nos étudiants. Tout ça, c'est des faux problèmes. Oui, on va revenir un petit peu dans le détail. Enfin, vous savez, vous et moi, et nous tous ici, nous savons qu'il faut une dizaine d'années pour former un médecin. Bon, on va revenir, vous le voulez bien. On peut faire des passerelles, mais si à chaque mandature, on dit qu'il faut 10 ans, si on avait commencé depuis 10 ans, et même quand mon parti politique était au pouvoir, on avait commencé, on n'en serait pas là maintenant. On peut considérer qu'il y a eu un desserrement de la démographie médicale depuis 2012. Pas à la hauteur des enjeux sociétaux de progression de la technique médicale et du vieillissement de la population. Je rappelle que vous étiez cardiologue au CHU de Grenoble. Toujours d'ailleurs. Vous êtes toujours. Et donc, vous, Francis Brunel, donc vous êtes effectivement un élu local, voilà, très actif. Absolument, notamment à l'agence. Et vous êtes médecin, vous êtes professeur de médecine, vous l'avez été. J'ai le défaut d'avoir été médecin hospitalier à l'hôpital Necker, donc voilà, personne n'est parfait.
la position de l'AMF est assez simple parce que le maire, comme le savent les élus, c'est celui qui est à portée de baffe, comme dirait quelqu'un qu'on connaît très bien. Donc, effectivement, y compris Sceaux est un désert médical en ce qui concerne les médecins généralistes, pour les raisons qu'on vient d'exprimer, c'est-à-dire que les médecins partent à la retraite et nous n'avons pas de remplaçants. Quelle est la position de l'AMF sur ce sujet ? Avant de décliner les propositions de l'AMF, je voudrais dire un petit mot sur probablement quelque chose qui a été complètement occulté, mais le ministre l'a rappelé. Le système de santé tel que nous le connaissons a été organisé, structuré, il y a 70 ans, par les ordonnances Debré en 58. Et je vous rappelle que les ordonnances Debré, qui étaient concis, pas très bavards, tiennent sur 3/4 de page. Donc il a organisé le CHU et l'organisation du système de la santé sur 3/4 de page. Depuis, la médecine, c'est considérablement compliqué. Elle est devenue illisible pour la plupart des gens. La spécialisation, moi je prends un petit exemple. Aujourd'hui, la neurologie pédiatrique, c'est plus de la neurologie pédiatrique. C'est la spécialisation avec un responsable de l'épilepsie d'origine génétique chez l'enfant. Donc la complexité de ce système fait qu'effectivement, elle est beaucoup moins lisible, elle est totalement opaque pour le patient. Le progrès médical, a quand même, on le voit ici, la radiologie, l'IRM de voilà. 58 Donc, et de 2023, ça doit être un peu différent, monsieur le professeur. Absolument. Moi, j'ai commencé la radiologie avec effectivement ce qu'on appelait les clichés mouillés, c'est-à-dire le cliché qui sortait du bas de développement. De temps, voilà. Alors, on finit. Repartons pas à Röntgen. Mais... Alors, non, bien sûr, mais c'est vous qui m'avez lancé. Donc, ce qui s'est passé, il faut prendre, comme on l'a dit, probablement les leçons de ce qui s'est passé pendant la crise. Pendant la crise Covid, les maires ont été, comment dirais-je, au premier rang de l'action. C'est grâce à eux qu'on a construit les centres de vaccination. C'est grâce à eux qu'on a de temps en temps pu distribuer des masques, etc. Simplement, aujourd'hui, la difficulté que nous avons comme représentants de l'AMF, c'est qu'il n'y a pas de compétences santé des communes. Donc, l'AMF souhaite effectivement être un relais de l'organisation de santé territoriale. Vous prenez les droits et les... Je vois où vous voulez en venir. Ben vous oui. prenez les droits et les devoirs. Vous avez les moyens. On prend les droits et les devoirs à condition d'avoir le financement. Voilà, c'est ma conclusion. Ouais. Contraintes, liberté, possibilité d'agir, contrat, confiance. Christine Schibler, comment vous vivez cette période ? Alors, c'est une période qui est évidemment complexe, ça a été largement dit, avec, je le rejoins d'ailleurs complètement sur votre point de vue sur l'absence de formation en nombre. Et puis maintenant, on nous dit, par exemple, sur les infirmières, donc il manque énormément d'infirmières, il n'y a pas suffisamment de formés, on nous dit on a créé 3000, 2000 places, mais il y a 30% qui s'en vont. Bah, ok. Il faut absolument traiter ce problème-là. C'est-à-dire qu'il faut travailler effectivement sur la sélection pour entrer dans les écoles, mais après sur la façon dont elles sont accueillies dans les stages. Et vous le faites, vous, par exemple, en tant qu'employeur ? Oui, les établissements privés s'attachent à travailler sur ces questions, mais il faudrait qu'on y travaille de façon nationale et concertée avec l'ensemble des ministères concernés et les fédérations, et les OPCO, et les régions, etc. Donc on a un plan formation et emploi en santé qui doit être travaillé. Après, donc, sur la question de la confiance et le contrat, nous, c'est ce qu'on demande en fait. C'est-à-dire qu'on pense que l'État doit être stratège, mais qu'on doit arrêter d'avoir une complexité juridique et des idées de contraintes qui sont pas ce qu'attendent les professionnels. Donc en fait, il faut avoir effectivement un État stratège, mais après, il faut qu'il y ait de la confiance, des contrats, des objectifs et le partage. Même droit, même responsabilité, même engagement, même devoir, cohérence de financement dans les territoires et en mobilisant l'ensemble des acteurs, les acteurs publics, privés, la ville, l'hôpital, les médecins libéraux, les établissements publics, les établissements privés, qui doivent se mobiliser pour répondre à l'ensemble des besoins des patients dans chacun des territoires sur les sujets de l'accès aux soins, de la PDSES, l'accès aux soins spécialisés, etc., en se portant volontaire au partage du besoin et volontaire, je le dis, parce que je pense que la coercition, ça serait une erreur fondamentale. C'est pas la mentalité, et nous, on sait très bien, parce qu'on l'a vécu pendant cet esprit Covid, pendant le Covid,
les professionnels de santé ont été hyper responsables, aidés par les élus parfois. Et c'est là-dessus qu'il faut faire marcher le système. Les gens n'ont pas envie d'être infantilisés. Ils veulent prendre leurs responsabilités. Et moi, j'ai confiance dans les professionnels pour le faire de façon effective, mais en s'appuyant sur l'ensemble de la ressource, puisque la ressource est rare, on ne peut pas faire autrement, et je pense qu'il est midi. Bien, nous reprenons donc notre débat après cette minute de silence, la marque de notre soutien évidemment aux familles et de cette collègue du CHU, du CHU de Reims, célébrée par la Première ministre et les ministres ici. Nous nous interrogions sur la question centrale des rapports dans le secteur de la santé entre l'État, le centre et la périphérie, si on fait un peu de science politique. Et je voulais vous interroger sur l'idée, est-ce que les termes que l'on pouvait employer, que l'on voyait dans ces débats, décentralisation, déconcentration, ce que dit Christine Schibler, confiance, action avec le terrain, ce que vous disiez, Monsieur Noder, est-ce que finalement, cette décentralisation ou déconcentration, est-ce que c'est un gros mot aujourd'hui ? Non, ça n'est pas un gros mot. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la politique de santé doit être définie par l'État et déclinée dans les territoires. Il faut qu'on ait une politique qui soit uniforme. Il n'est pas question que demain, chaque région définisse elle-même sa propre politique de santé. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, d'abord, les collectivités s'investissent déjà beaucoup dans le monde de la santé, qu'elles veulent y prendre leur place et que cette place-là, elle n'est pas illégitime. Et donc, il faut qu'on trouve le moyen, notamment par des moyens de contractualisation, de faire en sorte que l'État et les collectivités s'investissent aux côtés du monde de la santé. Monsieur Noder, par exemple, qu'est-ce qu'une région aussi importante que la vôtre pourrait faire ? Disons que et qu'est-ce qu'elle fait éventuellement dans la loi, pour évoquer la décentralisation, on a eu un espoir. On avait la loi 3DS qui, en fait, a accouché d'une souris. Puisque de mémoire, j'avais travaillé sur les articles 30, 31, 32, je crois, qui proposaient effectivement une décentralisation des politiques sanitaires. Et en fait, ça n'a pas été fait. Et on a un vrai problème, pour rebondir sur ce que disait votre secrétaire général de la FHP, c'est le problème de la formation. Ça va être un vrai problème. Pour l'instant, c'est les régions qui ont à charge les formations infirmières. Donc, il ne faut pas décréter au niveau national qu'on forme plus d'infirmières si derrière, les régions n'ont pas les moyens. Parce que la formation est essentielle. On a 10% de nos étudiants infirmiers qui abandonnent leurs études. On a une obligation de passer par Parcoursup. Mais est-ce que c'est une bonne méthode? Moi, je m'interroge beaucoup. Je ne pense pas que ces étudiants avaient forcément besoin de passer par Parcoursup. Et puis surtout, il faut avoir la prospective. 60 000 infirmières vont partir en ville pour changer de métier dans les 5 ans. On n'a pas de nouveau de renfort dans les hôpitaux. Je pense qu'on va être très en tension. Oui, pour que le débat circule. Et vous, Francis Brunel, qu'est-ce que les collectivités locales, une ville, petite ville ou ville moyenne comme la vôtre, qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Des maisons de santé pluridisciplinaires, des dispensaires, des centres, enfin, qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire? Alors moi, je suis persuadé que l'organisation de santé sur un territoire ne peut pas se cantonner à ma ville fait 20 000 habitants. Je ne vais pas construire un hôpital dans le parc de Sceaux. D'abord, je pense que le département l'interdirait. Je pense qu'on doit travailler sur des bassins de vie. C'est une notion qu'on a travaillé depuis au moins une vingtaine d'années, qui font aujourd'hui probablement les territoires comme le mien, Vallée Sud, Grand Paris, où on a à peu près 80 000 habitants. Et sur ce territoire, je pense qu'il faut effectivement, à l'intérieur de ces territoires, désigner un vice-président chargé de la santé qui puisse coordonner l'organisation de la santé. Je vous rappelle que sur les territoires de la métropole, il y a un président qui préside, il y a un vice-président chargé des finances, il y a un vice-président chargé de la culture, il y a un vice-président chargé de la voirie, il y a un vice-président chargé des poubelles et il n'y a pas de vice-président chargé de la santé. On a besoin d'avoir un représentant à l'intérieur des territoires qui s'occupe de la santé. Ça peut se faire de manière totalement bénévole. Moi, je suis élu, je préside le conseil territorial de santé du 92 et à l'intérieur de ce territoire, effectivement, on peut faire monter des propositions pour améliorer l'organisation de la santé. Oui. Est-ce que la liberté que le gouvernement semble donner aux agences régionales de santé, aux directeurs, un petit peu plus de liberté, est-ce que ça, c'est une réponse qui vous paraît intéressante? Alors, je pense qu'effectivement, et le ministre l'a dit hier, il y a
quand même, je déteste le terme paradigme, mais il y a quand même un changement de pied. C'est-à-dire qu'effectivement, probablement d'ailleurs lié à la complexification de la médecine, on a besoin de faire monter des propositions, des territoires, à partir d'acteurs compétents. Juste un petit exemple. Tout d'un coup, les pouvoirs publics, les médecins se sont aperçus qu'il y avait une maladie qui s'appelait l'endométriose. Personne n'était au courant de ce truc-là. Moi, j'ai jamais appris ça pendant mes études de médecine. Eh bien, en quelques semaines, nous avons pu mettre en place à l'intérieur de mon département, dans les Hauts-de-Seine, une filière de prise en charge de cette maladie avec des médecins généralistes. C'est aussi, M. Brunel, parce que l'État a suivi. Oui, Enfin, non, en mais tout c'est cas, parce vous a donné des moyens. c'est parce que le sujet a été monté du terrain. Ouais. Mais est-ce que c'est pas non plus une marque d'incapacité des élus nationaux de se décharger sur les élus locaux? Sincèrement, non, chacun sa place. Enfin, un élu national, un parlementaire, il est là pour faire la loi, il n'est pas là pour mettre en œuvre des mesures pratiques. Chacun sa place, chacun son rôle. Et on est nombreux ici autour de cette table à avoir exercé les différents mandats pour bien le savoir et bien le maîtriser. Non, ce que je crois, c'est simplement qu'il faut qu'on ouvre les yeux sur le fait que notre système de santé a profondément changé et qu'il faut qu'on adapte son organisation au changement. Aujourd'hui, on n'est plus dans une logique d'offre de soins où c'est l'État qui va dire je vous mets un hôpital là, je ferme un lit là, j'ouvre un service là, je mets un scanner là, une IRM là, etc., etc. Il faut qu'on reparte aujourd'hui de la demande en santé des Français telle qu'elle s'exprime depuis vous les avez territoires. quand même vu que le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, nous a à nouveau alerté sur les déficits publics. Oui, bien sûr, mais tout ça ne coûte pas forcément beaucoup plus cher. Ce qui peut coûter cher, c'est toutes ces bonnes idées qui partent et qui devraient ruisseler depuis le ministère de la Santé jusque sur les territoires et qui n'arrivent jamais sur les territoires. En revanche, on sait que les élus locaux sont plutôt de bons gestionnaires. Donc, reconstruisons le système de santé depuis la demande en santé des Français. Repensons-le depuis cela et impliquons les collectivités locales dans ce type de démarche, ça marchera. Vous savez, ce qui fait défaut fondamentalement à notre système de santé aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas de vision. On ne sait pas où on va. Moi, j'appelle de mes voeux depuis des années déjà une loi de programmation en santé sur 5 ans, parce que quand on fait une loi de programmation en santé, on est obligé de regarder un peu plus loin que l'annualité budgétaire et de se fixer des objectifs à 5 ans. Monsieur Braun, hier, n'a pas dit tout à fait non à cette idée. Non, mais il n'a pas dit tout à fait oui non plus. Monsieur Neuder et Christine Schibler pour terminer Pour notre répondre débat. à votre question sur effectivement, est-ce que les élus nationaux ont encore du pouvoir ou pas? Encore faut-il que, effectivement, je partage la vision de mon collègue d'avoir une loi de programmation de la santé, mais surtout qu'on supprime ce PLFSS qui a été effectivement mis en place en 95 par un gouvernement de droite, mais qui correspondait peut-être à ce moment-là à une façon de gérer les Vous choses. voulez dire sans contrôle du tout? Non, mais pas sans contrôle. Mais il faut arrêter de travailler dans un tableau Excel où quand vous mettez à la ville, vous retirez à l'hôpital, quand vous mettez à la santé, vous retirez à la vieillesse. En fait, on avait un PLFSS 2023 qui a été établi par Bercy quelques mois avant qu'il nous soit soumis, qui n'avait pas pris en compte l'inflation, il était insincère. On n'a pas... Donc on ne peut pas décliner des moyens sur le territoire si globalement on n'a déjà pas un budget qui est au départ correct. Mais il n'y a pas de... Enfin, en principe, on aura, sous le contrôle de Christine Schibler, on aura un PLFSS en octobre, non? Oui, en octobre, mais qui vous dit qu'il sera à la hauteur de l'inflation et qui sera à la hauteur des enjeux? On va terminer notre débat. Personne ne parle de prévention. C'est pas une action locale. Je pensais que vous nous parleriez. Bien sûr que si, et ça se décline d'abord localement. Mais là encore, dans une approche globale de la santé, la prévention prend toute sa place. Si on commence à sectoriser et à siloter l'ensemble des problématiques de la santé, on n'apportera aucune solution au problème. Regardons la santé dans sa globalité. Une fois encore, quand vous parlez de la formation des médecins, si vous ne regardez pas quel est le profil à partir duquel on recrute les étudiants en médecine, vous ne comprenez pas pourquoi aujourd'hui ils se détournent de la médecine générale, de la psychiatrie et de toute la filière santé publique. Repensons le système de santé dans sa globalité. C'est à mon avis ce qui lui donnera du sens et ce qui nous aidera à trouver cette vision politique qui manque à la santé française Les aujourd'hui. agences régionales de santé avec lesquelles vous travaillez font passer ces messages? Écoutez, moi, je voulais peut-être vous remercier tous les trois, franchement, d'être venus à cet échange parce que pour nous, c'était vraiment majeur. Et je suis très optimiste cette fin de matinée puisque j'ai deux députés qui affirment leur engagement finalement pour aller vers une loi de programmation avec cette idée effectivement d'avoir une vision pluriannuelle des objectifs qu'on se fixe, de la manière dont on les exerce
et la façon dont on pourra éventuellement les financer aussi, et comment on pourra s'organiser dans quelque chose de responsable et de raisonnable, parce que bien entendu, il n'y a pas de boîte de Pandore, il n'y a pas de magie, mais sachez que ça va être le sujet de la prochaine table ronde qu'on a en interfédération avec mes collègues et amis des autres fédérations. Ça fait partie des demandes très importantes que nous avons tous ensemble, c'est d'avoir une loi de programmation, un protocole pluriannuel de financement, mais pas que de financement d'ailleurs. Les objectifs qu'on nous fixe, quelques principes d'organisation, les ressources humaines, l'efficience, la qualité et l'investissement, les financements. Donc je me réjouis et vous aurez tout notre soutien, sachez, messieurs les députés, pour vous aider dans ces réflexions. Et j'espère que votre enthousiasme sera aussi suivi de beaucoup d'enthousiasme de vos confrères. Voilà, merci à Christine de faire la transition, parce que dans quelques instants, restez avec nous, nous aurons des certitudes. Enfin, nous allons essayer d'en avoir. Merci à vous trois.